Voilà, alors bienvenue à Time to Watches, Time to Watches, 3e édition. On reçoit cette année Vincent Calabrese ainsi que Antonio Precioso, donc illustre membre d'une académie, voilà. Cofondateur, je crois, Vincent, tu es cofondateur de l'académie. Je suis fondateur et cofondateur, forcément. Je suis à l'origine. Voilà. Je suis à l'origine, oui, tout à fait. À l'origine. Et voilà, cette année, c'est la première année où on accueille des horlogers indépendants d'exception. Et tu nous fais l'amitié de venir te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Et puis aussi pour présenter tes innovations, cette vie d'innovation, cette vie qui continue. Tu nous as dit tout à l'heure que tu avais déposé 47 brevets. 47 brevets. Alors si on a des ingénieurs brevets dans la salle, écoutez, c'est un bon parti. Vous pouvez le rencontrer tout à l'heure. Voilà. Non, parce que j'ai toujours déposé moi-même. Ah bon, alors finalement pas, on annule. Bon, très bien. Non, plus sérieusement, Vincent, est-ce que tu peux te présenter ? Tu as dit que tu étais napolitain tout à l'heure. Tout à fait. Est-ce qu'on commence là ? On commence peut-être... c'est-à-dire que... Comment tu es arrivé en Suisse ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis arrivé en Suisse pour la simple raison que j'avais 2 mois avant les 18 ans. Et si je restais à Naples, je devais faire 4 ans dans la marine. Ah d'accord. Donc j'ai préféré souffrir en Suisse plutôt que sur le bateau. Voilà. Très bien. Et l'horlogerie, c'était déjà avant en Italie ? Ou est-ce que c'est en arrivant en Suisse que tout d'un coup c'est la rencontre ? Non, forcément que j'ai appris en Italie, parce que c'est là qu'on a l'horlogerie, c'est pas en Suisse. Hein. Alors peut-être tu pourrais développer pour... Ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, j'ai eu un malentendu avec un garçon à l'école, et puis il est tombé par hasard dans les escaliers. Et pour finir, c'était le fils du directeur, et puis voilà, c'est moi qui ai eu tort. Donc j'étais viré de l'école, et puis il y avait une place d'apprenti dans un magasin, j'avais 13 ans. J'étais faire cet apprentissage, le gars il a dit à ma mère qu'il fallait qu'elle achète les outillages pour m'accepter. Et ma mère a accepté l'outillage. Il fallait acheter ses propres outillages à l'époque, on ne fournissait pas les outillages. Et puis 3 mois après, il y a l'ancien apprenti qui est retourné, et puis donc c'est lui qui a repris ma place, il m'a mis à faire d'autres choses. J'ai dit donc, j'ai les outils, je me mets à mon compte, donc je n'avais pas 14 ans. Je me suis à mon compte, je suis devenu indépendant à 14 ans. Écoute, c'est extraordinaire, je ne connaissais pas l'histoire, mais je crois que... Voilà. Ce qui fait, quand je suis arrivé en Suisse, ça faisait déjà 5 années que je réparais des montres. Et on m'a dit, tu fais quoi comme métier ? J'ai dit, je suis horloger. Il m'a dit, non, tu es italien. Oui, c'est une nationalité avant tout, mais effectivement, alors, apparemment... Je me suis senti dans l'obligation de montrer qu'un Italien pouvait faire des montres. Voilà, mais maintenant, tu as le passeport suisse maintenant, donc tu fais des vraies montres. Oui, enfin, non, pas des vraies montres, puisqu'elles sont quand même un peu différentes des montres suisses. Hein. Comment tu les qualifies ? Alors, elles sont suisse-made, elles sont napolitaines, l'inspiration, comme les pizzas oui, il y a même la philosophie napolitaine pour quelque chose, oui, tout à fait. Mais disons, c'est surtout le problème que j'aime pas la tradition, je suis pas un suiveur. Je suis un démarcheur, peut-être, c'est tout. Hein. Exceptionnel. Avec nous, Olivier Sacrou. Olivier Sacrou, tu es ingénieur brevet, spécialisé en particulier, mais pas que, dans l'horlogerie, ici à Genève. Et donc, tu vas être notre grand témoin de la mécanique. Alors, je te présente Vincent Calabrese. Il n'a jamais vu d'ingénieur brevet, donc c'est l'occasion. Et puis, on va pouvoir un petit peu, effectivement, discuter de cette technique, de ces brevets, de ces innovations, pardon, et puis de s'émerveiller, de voir qu'on peut encore innover dans l'horlogerie, sur un espace, on parle de combien de centimètres carrés, cubes on peut toujours innover, savoir si cette innovation sert à quelque chose ou pas, c'est tout. Elle doit, ou pas, exactement. Très bien. Alors, tu es venu nous présenter quand même quelque chose d'exceptionnel, développé en plein Covid. C'était le seul moment où j'avais le temps pour le faire. Qu'est-ce que tu faisais avant, avant le Covid ? Je voyageais pour des expositions, etc., etc. Je faisais les montres que les clients me commandaient. Mais là, avec le Covid, il n'y avait pas d'expo, il n'y avait pas de commande, il n'y avait rien. Donc, j'ai profité pour faire ce divorce entre le balancier et le spiral, chose que ça faisait 40 ans que je voulais le faire. Donc, peut-être alors, il y a des initiés dans la salle, ça c'est sûr. Et pour les moins initiés, le balancier, le spiral, manifestement, c'est important dans une montre. C'est capital.
la montre, disons, dans une montre, dans une pendule, le pendule il bouge grâce à la gravité. Mais on ne pouvait pas porter une montre avec un pendule au poignet. Donc, en 1675, c'est pas pratique, en 1675, il y a un physicien hollandais qui a trouvé le moyen de faire l'horlogerie portative et de mettre en spirale sur le balancier. Donc, auparavant, on mettait un fil de soie pour faire le retour du balancier. Mais on a de toute façon... Un fil de soie. Un fil de soie, oui. Donc, très soie fragile de soie de porc. Hein. Mais on a besoin, dans un pendule, dans une montre, on a besoin d'un mouvement alternatif pour ne pas consommer l'énergie immédiatement. C'est simplement une possibilité d'avoir une longue durée d'énergie. Olivier, cet organe réglant, c'est quelque chose d'important dans l'industrie, c'est quelque chose où effectivement il y a des challenges, où il y a des développements. Alors, est-ce qu'on est resté au fil de soie? Qu'est-ce qui se passe? De soie de porc, hein, tu disais. Soie de porc, oui. Est-ce que les défenseurs des animaux ont fini par interdire ce genre de balancier? Comment ça se passe? Je pense que la soie de porc ne s'utilise plus beaucoup dans le domaine, mais peut-être c'est dommage. Oui. Mais non, effectivement, c'est un domaine, c'est un élément sur lequel il n'y a pas suffisamment de développement qui est fait encore, et le but, c'est toujours d'être le plus régulier possible. Parce que c'est ce qui fait la précision de la montre, évidemment. Exactement, c'est ça. Je commence à m'y connaître, hein, grâce à vous. Je vais pouvoir me mettre à l'horlogerie peut-être un peu tardivement. Tu nous épates. Merci Vincent. Allez, et si on commençait un peu cette présentation de 2 heures, exactement, c'est parti. Alors Miftah, alors ça c'est toi, Vincent Calabrese. Ce C, pardon, je reviens en arrière. Ce C. Il est très caractéristique, il est très distinctif. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi Alors, disons, je tiens bien à préciser poésie mécanique, parce que quand j'ai commencé à quitter les réparations d'horlogerie, je voulais absolument que mes montres puissent être quelque chose de détendu, détendre les gens, donc une poésie. Et quand j'ai dit à un gros spécialiste de la publicité que je voulais appeler ça poésie mécanique, il m'a dit, mais la mécanique ne peut pas être poétique. Ben, j'ai gagné, c'est moi qui ai gagné, puisque mes montres elles sont poétiques. Voilà, on peut aller de l'avant. Poésie mécanique. Et le C, cette forme de C, ça me... Ah non, ça n'a rien à voir. Hein. C'est un fer à cheval, c'est quoi? Non, juste pour... Non, ça peut ressembler à Après, Cartier. chacun voit ce qu'il veut dans les choses, non, on est d'accord. Ça peut ressembler à Cartier, mais en réalité... Ah non, je ne pensais pas à Cartier. Voilà. Moi, mais bon. Si on le tourne... Une autre petite marque expose dans un autre petit salon à côté. Si on le tourne, c'est juste un peu un toit d'un arabe, quelque chose comme ça. Mais il a une forme quand même très distinctive, en tout cas. Moi qui te suis depuis de nombreuses années quand même, sans qu'on ait eu l'occasion de discuter, c'est vrai qu'on te reconnaît, on le retrouve sur tes pièces. Je ne sais pas si on va en parler, justement, ces fameuses pièces mystérieuses. Où il y a c'est le baptême que j'ai eu, que je me suis fait. Et c'est quelque chose d'important du point de vue esthétique, tout à fait. Ouais. Excellent. Alors voilà, Miftah, pardon, excuse-moi. Alors qu'est-ce qui se passe? Golden Bridge, ça me dit quelque chose. Ça commence par un C aussi. Tu veux nous raconter? Oui, ce qui s'est passé, on est dans les années 70, donc l'horlogerie était en train de mourir. Et je voulais Crise du quartz. L'horlogerie mécanique? L'horlogerie mécanique, puisque le quartz était arrivé, l'horlogerie mécanique était en train de mourir. Et puis, il y avait beaucoup de collègues qui changeaient de métier. Moi, je n'ai pas voulu changer de métier, mais j'ai changé de métier. C'est-à-dire, au lieu de faire une montre habituelle avec un cadran, etc., j'ai décidé de mettre en relief absolu la beauté d'un mouvement. Et ensuite, surtout, ne pas avoir un cadran qui cache ce travail d'horloger. Donc, j'ai fait ce prototype que j'ai exposé en 1977 au Salon des Inventions de Genève et j'ai reçu la médaille d'or. Médaille d'or? Voilà. Et il faut aussi dire qu'auparavant, je n'avais qu'une expérience de réparation, mais je ne connaissais rien de pratique, de théorie, parce que j'avais jamais été à l'école. Donc, j'ai acheté des anciens bouquins d'horlogerie, j'ai appris tout seul, et puis j'ai fait ce mouvement que j'ai voulu le plus étroit du monde, puisque la largeur, c'est 2 mm 40. Et 2 mm de largeur. 2 mm 40. C'est l'épaisseur d'une allumette. Et puis la longueur, c'est de 29 mm. Donc, ça a eu tellement de succès avec cette médaille d'or que j'ai eu beaucoup de maisons qui ont demandé le brevet. Et je l'ai vendu à Corum. Donc, dans quelle année, quand tu vends ton brevet à Corum?
Ah, c'était en 77. Hein. 77, donc c'était Banvart, Rice. Exact, oui. Ouais. J'étais le père Banvart, oui, tout à fait. Et puis, disons, le brevet, je l'ai vendu sous la forme qu'eux, ils pouvaient faire la ligne droite. Oui. Et moi, je pouvais faire toutes les autres formes non droites. Dont le C, et on retrouve d'ailleurs dans l'espace indépendant des photos de ces pièces, toutes les lettres. Du moment que je suis libre dans l'espace, je peux faire n'importe quelle forme. Il y avait des lettres, mais aussi des pays, des animaux, tout. Donc, j'ai changé totalement l'horlogerie traditionnelle pour la rendre d'abord esthétique et ensuite avec une simplicité qui me permettait de ne pas avoir trop de composants dans ce mouvement, disons, si visible que ça. On continue. On peut aller de l'avant, ouais. Le diplôme, la médaille d'or. Voilà. Alors, on est en 77. Je peux ajouter là-dessus que l'année passée, j'en ai eu une autre. Donc, à 46 ans de distance, j'ai eu une deuxième médaille d'or. Ouais. Félicitations. Alors, tu nous dis si... Ça, c'est le lancement de la Golden Bridge en 1980. On voit la boîte en saphir tout à haut, on voit le mouvement de la montre, on voit l'allumette à côté, la boîte saphir. Disons, la boîte saphir avait une importance très forte pour moi parce que je ne voulais pas qu'un cadran cache mon travail d'horloger et je ne voulais pas qu'une boîte, ce soit mon cercueil d'horloger. Donc, j'ai enlevé le cadran et j'ai fait une boîte saphir. C'était une première boîte saphir en 1980. Aujourd'hui, il y a beaucoup de marques qui font des boîtes saphir, mais ils n'ont pas des mouvements beaux à voir. Il faut les contacter. Voilà. On continue le voyage. Oui, tout à fait. Voilà la Golden Bridge telle qu'elle est sortie en 1980. Ça, c'est la version Corum. Hein. C'est la version de base, la version de naissance. Elle a eu immédiatement un très gros succès parce que c'était quelque chose d'inattendu. Quelque chose d'une pureté absolue. Et puis, c'était un mouvement hors 18 carats. Encore, oui. Alors quelques années après, en 1985, je me suis rendu compte qu'en tant qu'horloger indépendant, c'était très difficile. Donc, j'ai décidé que je n'étais pas le seul horloger au monde à être dans cette situation. Et j'ai créé l'Académie horlogère des Cladets indépendants, de façon à donner la lumière à tous les horlogers qui voulaient se lancer dans la construction de montres. En 85, on était 8. Aujourd'hui, on est 35, plus 5 candidats. 5 candidats. Donc, chaque année, il y a des candidats. Comment ça se passe ? Chaque année, on a des candidats. Et je sais que parmi les candidats, il y a une candidate qui est Shona Tain, qui était là ce matin, qui est venue discuter, qui est exceptionnelle, que je vous invite à aller visiter à Bienne, qui a monté son atelier maintenant il y a un an, je dirais. Ouais. Et elle fait un travail assez extraordinaire. Ouais. Mais j'ajoute qu'on a des candidats qui sont du monde entier. On a des Japonais, des Chinois, des Russes, des Allemands, on a de tout, des Espagnols, tout. Ça, oui. Sur la photo, je vois pas très bien quel est ce personnage. Ça, c'est la photo du musée d'horlogerie du Lac. Ah, d'accord. Parce que c'est là qu'on a eu le baptême. Excellent. Alors, on continue. Alors, ça, c'est la presse qui a réagi à cette naissance de l'Académie. On a eu beaucoup de journaux qui en ont parlé. On voit tout à haut, à gauche, le tourbillon que j'ai porté à l'occasion de la naissance de l'Académie. Artiste lausannois en vedette. Avant, c'était réservé donc aux Vaudois. À l'époque, oui, il y avait. Ça, c'est le journal de Lausanne. C'était le 24 heures, donc c'est normal qu'ils ont mis artiste lausannois. Hein. Alors, on continue, Miftah. Voilà, ça, c'est le premier tourbillon que j'ai fait en 85. Très bien. Donc, déjà assez particulier, parce qu'il y a une différence avec le tourbillon qui était classique, c'est le balancier décentré. Pourquoi j'ai décentré le balancier ? Parce que simplement, je trouvais que c'était pas beau d'avoir un balancier sous l'échappement, on ne voyait plus l'échappement. Voilà. On continue l'aventure. Voilà. Polso, c'est quoi Polso ? C'est une ville ? Oui, alors ça c'est le tourbillon que j'ai refait en deuxième en 88, qui est tout en or 18 carats. Et voilà, il y en a d'autres qu'on peut suivre. Fais-nous voyager un peu dans les pages qui suivent. 86. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, ça faisait au moins 50 ans qu'il n'y avait plus de fabriques qui faisaient des tourbillons, c'était trop difficile. Et Blancpain, quand ils ont vu mon tourbillon, ils m'ont demandé si je ne pouvais pas leur faire un pour eux. Donc, c'est le prototype que j'ai fait du tourbillon Blancpain. Donc, il y a beaucoup de différences par rapport à un tourbillon classique. C'est que j'ai fait un trou
où le tourbillon était libre dans le trou. Et le cône, le trou, il y avait un cône de lumière qui le mettait encore en valeur. Ça permettait, disons, de voir le tourbillon depuis devant et depuis derrière. Et c'est quelque chose qui a eu énormément de succès, qui se vend encore toujours, que Blancpain continue toujours de le fabriquer. On peut voir le suivant. Voilà le tourbillon Blancpain, lorsqu'il est né à la naissance avec le tourbillon à midi. Alors j'ai mis le tourbillon à midi parce que comme j'avais fabriqué le mouvement, il était absolument plat des deux côtés. Cela permet des complications d'un côté, des complications de l'autre. La première complication qui devait arriver, c'était l'automatique. Donc si j'aurais mis le tourbillon à 6 heures, quand le tourbillon était en vitrine, on n'aurait plus vu le tourbillon dans toute sa beauté. Oui. Tandis que là, on restait... Il y a toujours ce souci, d'ailleurs, dans ce trou dans le cadran, c'est de ramener la mécanique, même pour ceux qui veulent avoir des cadrans. Ce qui a eu le succès, c'est surtout la beauté de ce tourbillon qui circulait là-dedans. Voilà. Ça, c'est un tourbillon que j'ai fait en 87 sous la commande d'un maçon de Belgique. Donc, c'est aussi la première fois que j'ai fait entièrement tout à la main, y compris la gravure. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire à part l'esthétisme de la pièce. Alors, continuons, parce que l'objet un peu de cette discussion, c'est juste voir comment tu as révolutionné... Voilà. Alors, ça, c'est la botte de l'Italie. J'en ai eu une commande de 5 montres identiques en Italie. Et ça correspond parfaitement à la botte. Alors, tout à haut, dans le nord, on voit un rubis avec le barillet, c'est l'énergie, c'est Milan. Les aiguilles, elles sont à Rome, parce que c'est Rome qui commande. Mais la fantaisie et la vigueur, elle est dans le sud de l'Italie, comme à Naples, en Sicile. C'est la montre du parrain. Voilà. J'ai fait une seule pièce unique, c'est un mouvement italien en platine. Je crois que je suis le seul à jamais avoir réussi de faire un mouvement de montre en platine. Excellent. Continue. Ça, c'est mon premier tourbillon volant, en 88. C'était quand même une primauté. Aujourd'hui, tout le monde fait des tourbillons volants, mais je suis le premier à avoir fait un tourbillon volant. Et qu'est-ce qu'un tourbillon volant? Il vole comment? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pont dessus. Il est juste soutenu à la base. Et la partie haute, il n'y a rien qui les cache. Il n'y a pas de pont qui les cache. Donc, on peut vraiment admirer la beauté totale de cet échappement qui tourne. Donc, chez toi, il y a quand même toujours ce souci de mettre en avant la mécanique. Pour moi, l'esthétisme est avant la mécanique. Donc, les cadranistes ne sont pas vraiment tes copains, quoi. C'est quand même un... disons, moi, je trouve que c'est la mécanique qui doit s'adapter à l'esthétisme. Ce n'est pas l'esthétisme qui doit souffrir du mécanisme. Voilà. L'esthétique a une contrainte, si je t'écoute. Mais non. On aurait tendance à imaginer que finalement c'est plutôt la mécanique qui est la contrainte, non. Mais tu restes inverse. Non, alors, je pense que l'esthétisme ne peut être que beau. Sauf si on prend du nouveau, du Picasso et autre chose, l'esthétisme n'a rien à voir. Mais moi, je préfère la Renaissance à Picasso. Hein. Très bien. Une dame est d'accord, en tout cas. Là. Alors, ça, c'est quelque chose de très particulier, parce que ce que vous voyez là, c'est une pendulette. Mais en réalité, j'écris que c'est un tourbillon. Pourquoi? Parce qu'un tourbillon a un balancier. Et un pendule ne peut pas être un tourbillon, parce que si on bouge une pendule, elle ne marche plus. Donc, j'ai justement voulu démontrer qu'on s'était trompé depuis des années, parce que j'ai fait un tourbillon avec un pendule. On peut suivre, on va voir ce tourbillon fonctionner. Vidéo. Ah, oui, comment on a transformé. Ça, c'est bon, il faut lancer la vidéo. Non, mais même on a un petit problème, ça va pas marcher. Non, ça va marcher. Il y a la barre. Non, parce qu'on a dû le faire malheureusement en PDF. Il y a l'image, il y a la barre en dessous, il faut cliquer sur la barre. Mifta essaie de cliquer sur la barre, on va voir si le lien a fonctionné. Ah, voilà. Il part sur Internet. Ah non, on s'en va. Mais non. Non, mais c'est une version PDF. C'est un PDF? Oui, on a dû le réduire. Il y a beaucoup de vidéos? C'est dommage parce qu'il était très beau. Hein. Alors, on va avancer. On va avancer. D'accord. Autrement, vous passez sur le Mustang, je vous le montre. Voilà, c'est une occasion de venir voir la vidéo sur le stand de Vincent. Après, on ira tous ensemble
sur le stand Vincent Oui. pour découvrir en Comme vrai, ça- parce que comme c'est ça, comme je me ça que taille ça... après. Hein. Alors, D'accord. on avance comme ça, après on a le temps Alors- d'aller tous ensemble sur le stand Vincent. Voilà, la suite de ce qui s'est passé, toujours. Parce que maintenant, on va avoir une suite de mandats que j'ai fait. Puisque Blancpain, j'étais très content du tourbillon que je leur avais fait, on a poursuivi avec l'autre système tournant, le carrousel, qui n'avait jamais vraiment fonctionné comme il faut. Parce que le carrousel, quand il a été inventé, il devait tourner en 1 heure. Seulement, la personne qui l'a inventé, il s'est trompé. Au lieu de faire un mouvement satellitaire, il a fait un mouvement différentiel. Ce qui faisait que la cage tournait en 1 heure, mais les aiguilles tournaient en 52 minutes. Ah oui. Donc, pendant plus d'un siècle, depuis 1982 qu'il avait créé ce carrousel, jusqu'à 2007, quand j'ai accepté le mandat de Blancpain, il n'y avait personne qui avait réussi à faire tourner le carrousel à une vitesse servant à quelque chose. Et moi, puisqu'on m'avait dit que mon tourbillon, puisque le balancier était décentré, c'était un carrousel, je me suis amusé à mettre le carrousel avec le balancier au centre et de le faire marcher en 1 minute. Comme ça, les grands experts de l'horlogerie, ils n'ont jamais rien compris. Ils doivent la fermer, parce que maintenant, chez Blancpain, il y a un tourbillon qu'ils appellent carrousel et un carrousel qu'ils appellent tourbillon. Mais ça fait, ils n'ont jamais rien compris avant, Et ils ne comprendront rien après non plus. il y a une pièce où il y a les deux. Il y a les deux complications chez Blancpain, justement. Tout à fait. Voilà. Il y a une montre qu'on a fait avec le tourbillon et le carrousel Exactement. dans le même moment. C'est emblématique. Il faut bien s'amuser dans la vie. Et ben, l'horlogerie, c'est aussi... alors là, il y a une vidéo qu'on découvrira sur ton stand. Alors là, voilà, disons, un tourbillon que j'ai fait à 85 et que j'ai fait un rédactionnel sur une revue italienne où j'écris bien que le balancier spirale doivent divorcer, parce que c'est là le vrai défaut de la montre. Donc on parle d'il y a 30 ans, de 1988, j'avais décidé de faire ça. Mais j'ai jamais eu le temps, figurez-vous, de 88 et jusqu'à 2020, le temps que j'ai dû souffrir avec cette cochonnerie. Alors, 2020, non. Non, là, c'est... Encore des diplômes, mais faut ouais, que pour j'ai quelqu'un dit qui n'est tout pas à allé l'heure. beaucoup à l'école, il y a beaucoup de diplômes. Hein, Mais écoute, je crois que j'essaie une médaille d'or, mais en réalité, elle est simplement dorée. Hein, ça fait rien. Alors voilà. Alors, Oui, voilà. Il faut venir avant, hein, s'il vous plaît. allez, Mifta, hop. Voilà, c'est là, parti. on voit le problème du spiral. Donc le spiral, Le spiral... c'est ce qui a remplacé le fil de porc. Non, Oui, exact. la soie de Tout porc, à excusez-moi. fait, Pour voilà. les... Alors, pour que le spiral ait une fonction, il a besoin de beaucoup de spires. Parce que comme ça, il peut se renforcer petit à petit et puis décharger son énergie après. Mais ce qu'on voit quand il est pendu, puisque les spires extérieures n'ont pas la même force que les spires intérieures, ça devient un ovale. Donc, quand vous portez la montre au bracelet, à ce moment-là, chaque mouvement que vous faites, la précision elle change, puisque le spiral est esclave de la gravité. Et quand on le voit à plat, s'il est à plat, c'est la même chose. Les spires extérieures, ils vont se baisser et ça devient un parapluie. Donc, dans toutes les solutions, le spiral ne sert à rien, simplement à rendre la vie des horlogers vraiment impossible. Olivier, je te pose une question. Est-ce que pour résoudre ce problème, il aurait été possible d'imaginer d'autres matériaux? Ils sont en quel matériau ces spiraux alors? Non. C'est un peu le problème quand même de tous les matériaux, qu'ils se déforment. Peu importe le matériau, parce que je crois qu'on a tous entendu parler des fameux spiraux en silicium. Est-ce qu'on est parti sur du silicium justement pour essayer de... Non, pas du tout. Non, Aucun rapport. on est parti sur le vraiment là pour silicium apprendre. parce que le spiral comme ça, disons, il faut le fabriquer, etc., mais on n'arrive pas à le fabriquer exactement. Pas uniquement dans les spires, mais à la fin, il faut le fabriquer dans le fixage, dans le piton, etc. C'est des choses qui sont assez difficiles. Disons qu'on peut les faire par une machine. L'avantage du silicium, c'est qu'on le fait par photo. Donc, ce qu'on a décidé, ce qu'on a calculé, on va le recevoir. Très Donc, bien. on obtient théoriquement une précision beaucoup plus grande, mais le problème des chocs, etc., il reste résolu. là. Et surtout avec le silicium, on a un problème qu'on appelle là-dedans la fragilité, puisque le silicium, c'est du verre. Donc, c'est un emplâtre sur une jambe de bois. Alors, comment tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on va voir par la suite comment est-ce que je l'ai expliqué. Voilà. Donc, sur le balancier, j'enlève le spiral et je mets un pignon. Ce pignon, il engraine avec un râteau. Et ce râteau, il est sous contrôle de deux ressorts. Donc, le balancier va tourner, le râteau va le suivre, mais à un moment donné,
le balancier n'a plus d'énergie et le ressort, il a accumulé son énergie pour ramener le râteau à sa place. Le râteau ramène le balancier, le fait passer du point d'équilibre avec l'échappement et il continue sa route. Donc on a exactement le même phénomène qu'on demande aux spirales, mais avec beaucoup plus de simplicité. Et surtout, du moment que c'est un engrenage, il peut prendre tous les chocs qu'il veut, il n'y a rien qui change. Il n'y a pas de gravité parce qu'il n'y a pas de spirale. Donc il y a énormément d'avantages avec une simplicité absolue. Il faut dire qu'il y a eu 4 siècles d'exploitation de spirale, il fallait bien que quelqu'un, à la fin, le foute à la poubelle. Voilà. Et c'est toi. Et c'est moi, j'aime les poubelles. Et t'es content. Oui, j'aimais les plus belles avant, maintenant j'aime les poubelles. Qu'est-ce que tu en penses, Olivier? C'est une bonne démarche? Pourquoi 4 siècles? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi aussi longtemps? Est-ce que ça intéressait personne? Et puis on se dit, bon, ça marche comme ça, c'est très bien comme ça, mais c'est quoi un peu l'enjeu là? Alors la raison, j'ai pas vraiment d'idée. Pousse un peu Vincent dans ses retranchements. Mais il y a eu effectivement des tentatives déjà avant cette solution-là. Il y a eu des tentatives similaires qui, on en a discuté tout à l'heure, qui semble-t-il n'étaient pas réalisables à cause de l'état de la technique, des matériaux, de l'usinage, parce que ça demande, comme on disait, une précision d'usinage très très grande, beaucoup plus importante que ce dont on a besoin pour fabriquer un bon spiral. On va dire. Parce que ce premier dessin, c'est quelle année? Ça, j'ai créé en 2020. Ah, 2020. Mais avant, ton idée, tu disais, c'est quelle 88. Année? Est-ce qu'en 88, ça aurait été réalisable, au-delà de ton temps que tu n'avais pas, parce que très demandé? Oui et non. Parce que là, disons, les ressorts que j'ai fait construire là, bon, c'est pas ceux-là, ça c'était le premier sketch que j'ai fait. On passe au deuxième sketch? On peut passer au deuxième sketch. Mais continue quand même, je pense que c'est une question qui est intéressante, je veux dire, parce que 88, c'est pas si éloigné. Oui. Et de se dire que finalement, en 88, disons, on n'aurait pas forcément pu... Avant d'arriver à la pratique, il faut passer par la théorie. Oui. Et c'est un analphabète qui te dit ça, hein, parce qu'en fin de compte, du moment... C'est pas des mathématiques? Non. Je sais compter jusqu'à 10, ça va pas plus loin. C'est déjà pas mal. Mais disons que là, on voit le premier prototype que j'ai fait. J'ai simplement pris un mouvement existant, un mouvement état 2892, que j'ai transformé avec mon système. Donc on verra plus loin la pièce réelle qui fonctionne. Là, on le voit en 3D. On commence déjà à voir le râteau, mais ce n'est pas le schéma que j'ai fait avant. Là c'était le premier schéma de dessin que j'ai fait pour la demande de brevet. Donc là, tu es chez toi, c'est le Covid, tu es confiné, ta femme ne te supporte plus, elle est dans la salle, et donc tu t'enfermes. Je sais pas, est-ce que Vincent il a un bureau, il a la cave peut-être, je sais pas. Ben, je sais pas, j'ai mis le bureau à la cave. C'est tout, voilà, c'est madame, elle a fait de la place à la cave. Non. Là, on voit les composants de mon système. Alors, quand on voit ces 3 pièces à haut, c'est une partie du mouvement existant. En gris, il est original. Et puis ensuite, on voit que les 2 autres, j'ai fait, sous le deuxième, j'ai fait 4 trous qui vont me servir à quelque chose. Et sous le troisième, il y a toujours ces 4 trous, mais j'ai mis des axes dans 2 trous. Et puis un tube où j'ai mis un rubis. On va voir plus tard à quoi ça sert. On voit le râteau qu'on parlait tout à l'heure, donc il est différent du dessin que j'ai fait auparavant, puisque là on passe à la pratique, on n'est plus dans la théorie. Et puis il y a 2 rondelles, une qui me sert comme base d'appui et l'autre qui me sert comme couvercle. Et puis on voit 2 vis et surtout la partie élastique. La partie élastique, que chez les horlogers on appelle ça un sautoir, c'est-à-dire c'est l'objet qui sert à faire sauter un mobile. Question, pardon Miftah. Voilà. Donc, si moi j'ai ce dessin en 88, tu disais oui et non. Alors, ça, j'aurais pu le faire, mais en réalité... Le dessin, mais là, voilà, qu'est-ce qui bloque là? Qu'est-ce qui bloque? Alors, la seule chose que je n'aurais pas pu faire en 88, c'est le sautoir. Pourquoi? Parce que les bras élastiques qu'on voit, ils sont 4 centièmes de largeur. Donc 4 centièmes de largeur, même avec des technologies actuelles, de laser, etc., on ne peut pas. On voit bien à la fin que ce bras, il termine avec une demi-sphère. Oui. Ça, c'est pour diminuer le frottement entre la partie, le ressort et le râteau. Mais on ne pourrait pas, avec un laser, si on le fait, ça brûle parce que la matière est trop fine
pour ne pas fondre sur la chaleur de l'usinage. Avec une machine mécanique, c'est la même chose. Le métal va chauffer, on n'arriverait pas à la fin, une longueur de bras élastique aussi longue et aussi mince. Par contre, avec la technologie actuelle, qu'on peut faire par photocroissance, on peut faire effectivement ces bras parfaits. D'ailleurs, j'ai fait le dessin, j'ai fait faire ça par des spécialistes qui font ça. Je l'ai contrôlé après à 100 fois chez moi, il était parfait. Ils ont fait parfaitement ce que moi j'avais dessiné. Mais c'est des entreprises suisses qui c'est une entreprise suisse, c'est Mimotech en Valais, qui ont créé le balancier spiral et donc la technologie pour faire croître la matière avec des photons. Là, c'est pas de silicium, là c'est un mélange de phosphore et la deuxième matière. C'est un alliage de matières qui permettent ça. Olivier, donc cette façon de fabriquer donc, révolutionne l'industrie. Moi, j'imagine pas que l'horlogerie. C'est certain que ça permet de faire des pièces beaucoup plus précises, plus petites, avec des formes simplement qu'on ne pouvait pas imaginer avant, suivant les c'est comme ça aujourd'hui qu'on arrive à innover dans l'horlogerie avec des idées qu'on avait en 88, pourtant on a l'impression que c'est hier. Oui, tout à fait. Mais en 88, on n'avait même pas de 3D, tandis que là, j'étais aidé par le 3D. En plus, oui. Oui, parce que moi, j'ai la chance que j'ai rapidement compris l'importance de l'informatique et je me suis mis à faire le 3D, ce qui m'a permis de créer beaucoup plus de choses que je faisais avant. Excellent. Ouais. Alors, on continue. Alors, voilà, là, on voit le système qui est terminé, qui est complet. On va voir celle d'après. Là, on voit juste le schéma, on comprend un peu mieux. Donc, on voit les deux plaquettes qui ont bloqué le système, le râteau qui est en rapport avec le pignon, les bras qui ne touchent pas tout à fait le râteau, et l'échappement qui est juste arrêté au point d'équilibre. Donc, il suffit juste d'allumer un peu d'énergie et le système va partir. Alors moi, j'y comprends rien, mais je vois une extrême simplicité. C'est vrai ou je me trompe? Qu'est-ce que dit l'ingénieur Brevet? Est-ce que c'est vraiment extrêmement simple ou je me laisse piéger par les couleurs? On dirait que c'est ludique et c'est plutôt extrêmement compliqué. Ou est-ce que c'est compliqué de faire simple? Je pense que c'est compliqué de faire simple, ouais, effectivement. C'est peut-être ça une bonne formulation. C'est vrai qu'en termes de pièces, oui, c'est relativement simple et les pièces paraissent relativement faciles. Pour autant qu'on soit capable de les réaliser. De les réaliser dans ces dimensions et avec les caractéristiques qu'on veut, quoi. C'est ça surtout. Disons qu'effectivement, c'est d'une simplicité incroyable, mais ça demande une précision absolue. Donc, on est à cheval entre la théorie et la pratique. Là, la pratique, aujourd'hui, elle peut être on peut la résoudre par les machines actuelles, par l'informatique et par les moyens de construction des composants, comme on disait tout à l'heure. On continue. On voit le système latéralement, et là on va le voir dans différents côtés pour les gens qui comprennent un peu. Donc on voit l'échappement comme il est en ligne partagée. C'est breveté, tu nous as dit que c'est breveté. C'est breveté, parce que là on dévoile... Mais ils peuvent toujours s'approcher. On vous attend, s'il y a des copieurs dans la salle. Voilà. Il y en a toujours dans ces conférences. Non, mais ce qui est important, il faut bien voir le partagement. Il faut que le ressort soit bien exactement à la hauteur du pignon. On voit le pignon sur le balancier. On voit tout. Disons, c'est simple, mais il faut l'assembler avec vraiment beaucoup de précision. Et là, c'est toi qui assembles. Et l'avantage, c'est qu'on a un avantage énorme sur une autre actuelle. Ouais. On continue. Dessus, dessous. Voilà. L'assemblage. Alors là, c'est le mode d'emploi. Là, on commence à voir le système. Tout le monde a ses pièces devant lui. On va faire le montage ensemble. Voilà. Là, on va voir donc le pont que j'ai montré tout à l'heure avec les deux pignons qui sont sortis. On va voir la pièce d'après. On va couler là-dessus la première rondelle qui va recevoir le râteau. Voilà. Là, on a reçu déjà le sautoir. Maintenant, on va recevoir le râteau. Tout est en place. On met la rondelle supérieure. On met les deux vis. Voilà, les deux vis qui bloquent le tout. Et le sort est fait. Et voilà. Quand vous pensez qu'un horloger doit mettre une demi-heure, 1 heure pour régler un balancier spiral, ben là, il le pose.
Il n'a pas de correction à faire. Il pose des objets, il les bloque, c'est tout. Tu disais que la pièce que tu as au poignet, elle incorpore ce système. Non. Non, ah non, pas du tout. Non. Non. Alors, pas encore. Pas encore. Peut-être ce soir. Ce soir, après l'apéro. D'accord, on va de l'avant. Donc là, on voit les différentes positions, mais on peut aller de l'avant. En avant. Dans différentes, oui. On continue le râteau. Voilà. Râteau qui ressemble à un râteau, pour ceux Voilà. qui connaissent Alors rien. là, Comme on moi, arrive c'est à... parfait. J'espère... Venez, celle d'avant, il y a une simulation. Hein. Je propose que le temps qu'on mette en place la vidéo, s'il y a des questions, s'il y a des gens qui veulent discuter, échanger du système, est-ce que vous avez des questions, madame, monsieur? Est-ce que vous voulez discuter? Vous avez une question à Vincent? Heureusement qu'on a Roberto. Une question. Quel est le projet ou le développement ou l'idée que vous avez eu réalisée ou pas encore qui vous a procuré le plus de plaisir? Je pense que rien ne peut être plus beau que le premier enfant. Parce que là, j'étais totalement ignorant. Je ne sais pas comment j'ai réussi à le faire marcher. Donc ça, j'oublierai jamais. Parce que quand je l'ai vu marcher, eh bien, les larmes tombaient. Je ne pleurais pas, mais les yeux sortaient les larmes. Ça ne m'arrivera plus. Aujourd'hui, je suis trop indifférent à ça. Même les calasistes, ils me laissent froid. Parce que j'espère un jour faire encore quelque chose de nouveau. Alors, à l'opposé, quel est le projet qui vous a donné le moins de plaisir? Non. Je l'aurais foutu à la poubelle avant de commencer. Mais il y a beaucoup de satisfaction. Parce que, vous voyez, si je prends le carrousel, qu'après 100 ans, il n'y a pas eu un horloger qui a été fichu de corriger ce système, que moi j'arrive et je le perfectionne à 100%, disons, je n'ai pas pleuré pour ça, mais j'en suis content. Merci. Et juste une petite question, les 47, Vincent, les 47 demandes de brevets ou brevets que vous avez déposés, c'était chaque fois des projets différents ou c'était plusieurs brevets sur un même projet? Comment vous avez Non, c'est chaque fois des projets différents. D'accord. Et je n'ai pas toujours fait des brevets. Parce que sur certains mécanismes, je n'ai pas voulu faire de brevets parce que ça ne me servait à rien. C'était pas assez important pour déposer un brevet. Parce qu'un brevet coûte cher. Ça, il ne faut pas oublier. Disons, je vais juste... c'est les frais d'avocat, ça, qui voilà. sont chers. Je vais Olivier, tu confirmes? Je vais juste mettre en relief qu'un chanteur fait une chanson, 80 ans après sa mort, les héritiers continuent de toucher de l'argent. Moi, je fais une invention, ça me coûte cher de poser le brevet. Chaque année, je dois payer les taxes de brevet et au bout de 20 ans, ça ne m'appartient plus. Je trouve légèrement dégueulasse que mon cerveau sert à quelque chose, celui d'un chanteur ne sert à rien, généralement, ou bien peut-être. Et lui, ses héritiers touchent 80 ans après, et moi, au bout de 20 ans, je dois aller faire l'aumône dans la rue. Il faudrait changer la société quand même. Donc, ouais, c'était un petit peu le jeu du brevet, enfin voilà, là il y a la raquette. Disons le deal qui a été convenu entre les États et les inventeurs, c'est que effectivement pendant 20 ans l'inventeur a un monopole. Oui, mais disons, je prends par exemple du jeu, quoi. Je prends un dépôt de marque. Vous faites un dépôt de marque, vous le déposez, ça coûte même pas 1000 francs, et tous les 10 ans vous devez changer. Mais au bout de 100 ans, vous pouvez toujours garder votre marque. Coca-Cola, par exemple. Tandis que moi, mon brevet, au bout de 20 ans, il est mort. Il ne m'appartient plus. Et elle est où l'égalité entre les êtres? Hein? Pourtant, le principe de la propriété intellectuelle, c'est d'octroyer un monopole pendant 20 ans. Et après, c'est ça. Justement, pour les brevets, c'est ça. Ouais. De permettre à l'innovation de se poursuivre et de se développer. Sinon, on aurait un système totalement cloisonné, enfin bloqué, oui. Et on n'aurait pas inventé... on n'aurait pas la possibilité de construire sur les apports. Et ça va très vite, c'est vrai que le temps passe très vite. Non, mais ça coûte... Encore plus quand on le mesure. Oui, mais ça coûte cher, il ne faut pas oublier. Un brevet, par exemple, nos brevets pour le Calasis, j'ai fait Suisse, il me coûte à peu près... Les premières années me coûtent 200, 300, 400 francs, chaque année ça augmente. Mais le brevet international, ça me coûte des milliers de francs de chaque pays que je dépose. Donc, à un moment donné, je suis obligé d'accepter des commandes, de préparer des montres avec spirale pour payer mon... C'est anormal, ça.
C'est un peu l'idée du brevet, c'est que justement, l'idée c'est de ne pas bloquer la technologie pour la bloquer. C'est-à-dire que si vous l'utilisez pas, vous permettez aux autres de le faire. Et si vous l'utilisez, vous avez un intérêt à payer quand même une partie pour montrer que vous avez un intérêt économique à poursuivre dans cette voie et à exploiter cette invention. Sinon, il faut permettre aux autres de construire dessus et de l'utiliser. Voilà. Est-ce que c'est ce qui avait motivé, par exemple, ton accord avec Quorum ? Est-ce que, par exemple, c'est de se dire, voilà, économiquement, je reviens sur le Golden Bridge dont tu parlais tout à l'heure, est-ce que c'est quelque chose qui, justement, te faisait dire, bon, voilà, moi j'ai développé ça, et en le vendant, j'ai cette possibilité de continuer à développer et en monétisant mon invention. Disons, on parle bien de Quorum, parce que qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vendu le brevet à Quorum, ils payaient les taxes de chaque année du brevet, moi je pouvais faire mes spatiales gratuitement, puisque c'était Quorum qui payait. Voilà. Mais quand Quorum a arrêté le brevet, on aurait pu être copié. Jusqu'à présent, je n'ai jamais été copié. Je ne sais pas pourquoi, parce que peut-être mes montres ne plaisaient pas. Faut savoir. Ça, je ne saurais pas dire. Après, c'est aussi la technique. Je ne sais pas que plaire, c'est faire. Disons que c'était quand même difficile d'imiter ces mouvements-là, parce que c'est quand même autre chose que l'horlogerie habituelle, etc., etc. Il y a quand même des points cruciaux qui m'ont permis dans mon horlogerie spatiale d'arriver à réaliser ça. C'est pas un mouvement normal. Déjà, quand on pense que tout le système de remontage et de mise à l'heure, il se passe à travers l'arbre de Barrier. C'est quand même quelque chose de difficile à réaliser, à calculer, etc., etc. Donc, en tout cas, j'ai jamais été copié jusqu'à présent. Je crois que c'est une chance. Enfin, après, on a de l'expérience un petit peu dans ce domaine et c'est vrai que souvent les clients, ils ont... Ah, ça marche, regardez, c'est magnifique. Alors, on peut revenir au début. Ça marche finalement, alors. Ah si, on revient au début, la première J'ai l'impression que la première vidéo ne marche pas, mais c'est pas de ma faute cette fois. Ouais. Vous voyez la simplicité du système. C'est celle-ci, la première vidéo? Non, il faut revenir sur la pendulette qu'on a dit au début, parce que ça vaut la peine. Alors la pendulette, elle est plus haut, c'est ça, en avant. Oui, voilà. Voilà. Donc vous voyez, le pendule, il bouge. Un pendule ne peut pas bouger plus de 6 degrés. Là, il arrive à 180 degrés. C'est déjà la première offense à la physique, mais je m'en fous. Là, on voit bien que l'aiguille tourne, tout le monde est dans l'aiguille, mais le pendule, lui, reste toujours vertical, tout en étant un tourbillon. Personne, quand j'ai créé ça en 89, il y a eu tous les ingénieurs des grandes maisons horlogères à Bâle, il n'y en a pas un qui a compris comment ça fonctionnait. Je leur ai dit, Einstein ne vous dira jamais pourquoi un ingénieur vous expliquera que ça ne peut jamais fonctionner, et un artisan ne vous dira jamais pourquoi ça fonctionne. Je me suis tenu à Einstein, je n'ai jamais expliqué. Que pense l'ingénieur alors? C'est une belle école. C'est conforme à ce que tu disais, Vincent. Alors allez, là on arrive à continuer. Alors, qu'est-ce que c'est? Ben voilà, là aussi quelque chose qui vaut la peine d'être. C'est une page publicitaire, Vincent, c'est ça? Oui. C'est comme ça que tu monétises tes brevets. Non, on parlait des poésies mécaniques. Voilà, là on peut parler des poésies mécaniques. On les voit, les poésies mécaniques. Ils ont la possibilité que chacun pourrait avoir sa montre, mais bon, ça coûterait trop cher. Mais le fait d'avoir créé ça, je pense que ça fait plaisir aux yeux, même à ceux qui n'ont pas les moyens de l'acheter. C'est quelque chose d'agréable, de poétique. C'est ce que j'ai voulu faire. Et je pense que jusqu'à présent, c'est pris comme ça dans tous les pays du monde. J'ai la chance d'être apprécié partout. Bravo. Voilà. Merci, Vincent. Tu veux encore nous montrer quelque chose ou Ben, on va suivre. On continue? Ok, non, on continue. Parce que c'est quand même assez intéressant de voir la suite. Voilà, là c'est fini. Alors on continue, Mifta. Hop. Alors vous pouvez arriver à la simulation d'avant, là. Voilà, on va voir celle-ci déjà. Donc là, on peut voir l'échappement depuis dessous, comment ça fonctionne. C'est exactement c'est l'échappement de base qu'on sert aujourd'hui dans toutes les montres actuelles. Mais simplement, qu'il n'y a pas de spirale là-dedans, qu'il y a mon système. Cette vidéo.
faut cliquer sur la barre dessous. Hein. Ça diffuse, mais ça ne marche pas. Bon, passons à la vidéo d'après, plutôt. Ah voilà, c'est bon. Il est en train de charger. Non, ça ne marche pas. Bon. Allez, on passe à celle On d'après, passe à celle désolé. d'après, ouais. Les autres fonctionnent. Voilà. Alors maintenant, on peut continuer puisqu'on a encore des vidéos après. Hein. Alors, on continue, Mifta. Celle-ci, on a vu. Voilà, là, c'est le premier prototype que j'ai fait en 2020. Vous voyez bien, ça fonctionne, il n'y a pas de spirale. C'est en état 2892. Donc, j'ai pris un mouvement existant, j'ai enlevé le spirale, j'ai mis mon système, ça fonctionne. Mais finalement, ce développement est très court. Donc, on est pendant le Covid, quelques mois. Ouais, disons, j'ai presque passé 2 mois pour faire ça. Hein, c'est long. Hein. Alors, moi, ça m'a l'air très court. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'en pense l'ingénieur 2 mois de développement pour révolutionner l'organe réglant de la montre. Est-ce que c'est raisonnable ou... Alors, n'étant pas horloger, c'est difficile de juger. Il y a des horlogers dans la salle. Antonio, qu'est-ce que tu en penses? Non, j'arrive. Ah oui, c'est juste travail à mi-temps. Oui. Travaille à mi-temps, donc 12 heures sur 24, il faut quand même le préciser. Donc il travaille un peu plus que les autres et il a mis peu de temps parce que c'est un génie de l'horlogerie. C'est tout, je n'irai pas plus loin. Vincent, je crois que tu as un fan dans la salle. Il faut que vous vous rencontriez. Vous pourrez parler ensemble tout à l'heure dans la petite pièce au fond là, des horlogers indépendants. Alors, on peut voir la vidéo d'après. C'est le deuxième prototype. Voilà. Alors là, on voit que j'ai modifié un peu la platine, j'ai enlevé un pont supérieur, et surtout, j'ai modifié la platine parce que j'avais pas un partagement parfait avec celle d'avant. Et là, donc, j'ai pu avoir vraiment un partagement total parfait entre les systèmes. Et on va voir. On verra après avec... Voilà, là maintenant, il y a les deux systèmes l'un à côté de l'autre. Le premier prototype et le deuxième. Okay. On voit le deuxième avec le travail de la platine que j'ai fait, qui a une alternance beaucoup plus intéressante. Et on voit bien le râteau qui voyage bien, etc., etc. Donc là, on est dans la réalité, on n'est pas dans le rêve. Hein. En 2 mois. Enfin non, là, il y a entre les prototypes 1 et 3... 1 et 2, oui. Mais il y en a d'autres après. Hein. Alors on continue. Voilà, ça c'est un prototype que j'ai fait de mon mouvement, mais avec un spirale. C'est-à-dire, j'ai fait ça avec un spirale. Pourquoi? Pour la simple raison qu'après, j'ai fait le même prototype, mais avec mon système. Donc, j'avais besoin de voir si mon mouvement était bien fabriqué avec un spirale, et ensuite le comparer avec mon système. Alors, on va voir le prochain. Voilà. Voilà, ça c'est juste une photo. Là, on va le voir fonctionner en principe. Voilà. Donc, on voit que par rapport au mouvement d'avant, les premiers prototypes, c'est moins bien parce que le barillet est beaucoup plus petit, donc il a beaucoup moins de force. Il ne peut pas donner une amplitude plus grande. Mais le prochain prototype, c'est le meilleur que j'ai fait. Je vous laisse aller au prochain. Là, vous allez voir la vitesse du balancier, c'est effarant. Le système, il est parfait. Olivier, tu confirmes? On demande à l'ingénieur. Mais oui. Oui, mais bien sûr. Mais qu'est-ce qui fait la différence de vitesse? Alors, la différence de vitesse, premièrement, le balancier d'avant, c'était un balancier cubé avec une inertie, avec une inertie certaine, puisqu'un poids de 4 sur l'échelle sur l'échelle du poids, tandis que là c'est un balancier en titane, donc beaucoup plus léger avec le même barillet. Okay. Je peux avoir une force plus grande pour avoir une amplitude beaucoup plus grande. Mais on voit bien surtout aussi l'élégance du ressort, du râteau. Il a un chemin beaucoup plus court, mais une vitesse beaucoup plus grande du balancier. Donc on va avoir une chronométrie beaucoup plus intéressante. Ouais. Voilà. Je crois que c'est le dernier. Ah voilà. Voilà. Merci Vincent. Je m'excuse encore pour la technique approximative. Comme quoi, la mécanique, c'est presque plus simple que des câbles USB HDMI. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle? Sinon, ce que je vous proposais, c'est de se rendre
sur ton stand, en direct, en live. Non, il n'y a plus besoin de venir en foule sur mon stand puisque vous avez vu les simulations. Finalement, on annule. Venez peut-être un à la fois, c'est bon, mais pas plus. Bon, merci Vincent, merci à pour toi. cet excellent moment. J'avais vraiment peur de la technicité de la chose, mais finalement, c'est plutôt très simple. C'est un Il n'y a fantin. plus qu'à s'y mettre. En plus, c'est à un mi-temps, fantin, comme disait Antonio, qu'on va recevoir demain avec Florian Precioso. Et puis, on se réjouit aussi de découvrir aussi ton univers d'horloger indépendant. Et voilà, je vous invite vraiment à nous rejoindre demain à la même heure, sauf erreur, à 14h, à peu près à la même heure. On est des horlogers, on n'est pas à une heure près. Et puis, sinon, je vous remercie beaucoup. C'est la fin des talks pour aujourd'hui. Et voilà, bon après-midi et à très vite. Au revoir, merci.